Bonjour à tous. Dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans le centre du Maroc, découvrir deux produits typiques de la région, l'huile d'olive et le safran. À Essaouira, nous rejoindrons Abderrahim pendant la récolte des olives qui donneront naissance à une huile aussi ardente que parfumée. Puis nous retrouverons Jamal au pied des montagnes, à Taléouine, en plein ramassage des fleurs de la plus chère épice du monde. Je vous laisse en compagnie de celles et ceux qui font perdurer ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À la fois montagneux et désertique, le Maroc est aussi bercé par les embruns de la mer Méditerranée et de l'océan Atlantique, offrant ainsi des paysages changeants et surprenants. Ses 34 millions d'habitants portent fièrement une culture berbéro-arabe et une histoire qui remonte bien au-delà de sa fondation en 789 par Idriss Ier. En berbère, Maroc signifie terre sacrée. Une terre qui donne naissance à une agriculture importante où le safran tient une place de choix. Jamal le produit depuis des décennies sur les hauteurs de Taléouine. L'épice la plus chère du monde est largement utilisée en cuisine, tout comme l'huile d'olive qui se cultive un peu partout et notamment à Essaouira. Anciennement appelée Mogador en français, Essaouira est à la fois calme et sereine. Bâtie sur une presqu'île rocheuse, son climat y est doux mais toujours agité par les vents. Les remparts de sa médina, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, retracent l'histoire de cette ville portuaire. Au lieu d'échanges commerciaux durant des siècles, elle fut aussi le cadre du célèbre Othello d'Orson Welles. Les terres arides et calcaires de cette région voient cohabiter arganier et olivier. Un arbre qu'Abderrahim affectionne tout particulièrement. L'olivier, c'est le symbole de la paix. Dans le monde entier, on a toujours une branche d'olivier. Et Essaouira, c'est vraiment la ville de paix et de tolérance. Ça veut dire que c'est là où la cohabitation de trois religions. Ça veut dire les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils ont toujours habité ensemble, habité en paix. Et je pense que l'olivier a apporté quelque chose dans cette région en rapport avec la ville. Vous avez constaté qu'on cueille à la main pour ne pas blesser l'olive. Et la deuxième chose, c'est que pour ne pas perdre beaucoup de feuilles, parce qu'une feuille d'un olivier, ça dure 3 ans. Et c'est ça, c'est par respect à l'art finalement. Et une feuille, c'est très important. C'est la photosynthèse qui est très importante. Les feuilles restantes sont encore triées à même le verger. Abderrahim a le souci du détail. Sur ses 40 hectares de verger, il produit 20 000 litres d'huile par an avec 2 variétés, la pichouline marocaine et la pichouline du Languedoc, qu'il récolte aujourd'hui, alors que les olives ne sont pas encore mûres. Ici, vous voyez, c'est quand même ça, c'est des olives mûres. Et ça, c'est des olives qui sont encore vertes. Et ça donne un goût très agréable. On est plutôt vers le vert pour avoir le goût de l'huile vraiment ardent. Ça veut dire l'amertume et le piquant. Ça, c'est la particularité. Et il faut dire que c'est de la région du Chiadma, dans cette région-là, l'olive est précoce. Beaucoup de gens qui viennent acheter ici parce que produit de terroir. Cet ancien ingénieur en électronique n'avait pourtant pas prévu de devenir un jour agriculteur. Ma femme voyageait toujours avec son huile de la Toscanie, de Toscane, de l'Italie. Et quand j'ai vu ces arbres, j'ai dit, écoute, je vais te faire une huile qui te fait oublier le reste, ton huile de l'Italie, de la Toscane. Et voilà, je crois que je suis arrivé. Abderrahim s'investit désormais pleinement dans la production de ces huiles d'olive, dont plusieurs ont déjà été primées. Pas trop. Ici, c'est juste... En culture bio depuis 2006, il s'adapte aux difficultés de son terroir et notamment à son principal ravageur, une mouche qui attaque les olives. On ne fait pas un traitement chimique, disons, pour éradiquer la mouche, mais on essaie de minimiser les dégâts. En bio, c'est ça. On perd au niveau de la production, mais c'est ça l'objectif. Ça veut dire de faire le bio, je pense à moi-même, à mes enfants, à les gens autour de moi. Donc ça veut dire d'offrir quelque chose de sain.
Fin de récolte pour Abderrahim. À la paisible Essaouira succède l'immensité des montagnes. À près de 500 km au sud-est, la petite ville de Taliouine, du haut de ses 1800 mètres, revendique fièrement son nom de capitale du safran. C'est au petit matin, juste avant les premiers rayons du soleil, que se ramasse ce filament prisé du monde entier. Jamal le sait et arrive toujours le premier sur ses parcelles. Pour l'instant, c'était fermé, mais quand le soleil arrive, la fleur s'ouvre. Et quand elle s'ouvre, elle est difficile à accueillir. Maintenant, le stigmate, celui le safran, qui est considéré comme safran, il est protégé. Et dans la feuille fermée, elle est bien fermée, elle est bien protégée. Sous le soleil naissant, la fleur s'ouvre et le filament peut perdre de sa qualité. Les abeilles envahissent les parcelles, compliquant encore la tâche des ramasseurs. La récolte ne dure que 15 jours, alors le temps presse. Tous les habitants et producteurs des alentours se mettent à l'ouvrage. Très dur à enlever, oh là là. Moi, quand je trouve l'abeille, je la laisse. Quand le safran commence, tout le monde se met au travail. C'est la course contre la montre. Là, il n'y a vraiment pas de répit. Les gens, ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas le temps de penser à eux-mêmes. C'est le safran qui dirige l'emploi de temps. Même l'école, il devient secondaire par rapport à enlever les fleurs. C'est vital pour l'année. C'est de l'or, quoi. C'est l'or rouge, comme on dit. Hein. Et rechercher, il est rare, quoi. Il est rare parce qu'il est difficile à obtenir. Il faut environ 250 000 fleurs pour obtenir 1 kg de safran séché. Des heures de ramassage, sans compter le travail préalable. La fleur de safran ne se reproduit pas seule. Il faut donc faire pousser un bulbe, le récolter, creuser à nouveau pour le replanter sur une autre parcelle en été, puis arroser dès le mois de septembre cette fleur d'hiver qui a désormais bien du mal à s'y retrouver dans les saisons. On vit une température d'été en mois de novembre. Alors qu'au mois de novembre, d'habitude, les gens sont habillés, il fait froid. Le safran, lui, il aime le froid. Donc, on s'interroge sur l'avenir du safran dans cette région par le changement climatique. Ça devient dangereux. Ben, on va chercher dans la voiture et on va rentrer à la maison. Comme le dit un vieux dicton local, les olives d'Abderrahim vont de l'arbre à la pierre, c'est-à-dire du verger à la meule. Elles sont transformées en huile dans les 24 heures après la récolte. Ils sont belles, donc on commence. Les olives sont lavées, puis il faut encore enlever les dernières feuilles. Abderrahim vérifie toutes les étapes, calmement mais assidûment. Le démarrage de la saison, je suis toujours là, dès le début jusqu'à la fin. Mes garçons qui travaillent avec moi, ils sont bien formés et savent qu'est-ce qu'ils doivent faire absolument. Mais quand même, je suis là, je regarde. C'est passionnant comme métier. Donc, et j'essaie de transmettre mon savoir à tous les gens qui travaillent avec moi. Comme j'ai appris avec des gens, je posais des questions. J'ai visité des moulins en Italie. Je voyais des passionnés. Alors, cette passion a été transmise et j'essaie de la transmettre à d'autres gens. Pour qu'une huile d'olive soit extra vierge, elle doit passer dans ce moulin à 27 degrés et pas un de plus. L'olive avec le noyau qui sont écrasés ensemble et qui constituent une pâte. Cette pâte, c'est là ce qu'on voit et elle a besoin d'être malaxée pour que ce soit homogène. Et une fois terminé le malaxage de temps, on demande à la pompe pour pousser la pâte vers le décompteur afin qu'il y ait la séparation. L'élixir jaune sort enfin pour révéler ses arômes. L'huile est alors très puissante. Abderrahim vérifie l'odeur, la couleur et le piquant qu'il souhaitait tant.
on a commencé avec le moulin, avec la pierre, la grosse pierre, et avec l'animal, un âne, on a commencé juste pour une petite quantité. C'était une aventure. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à mettre une étiquette. J'ai jamais pensé à arriver là. Bon, enfin, on a un bon produit, n'est-ce pas? Et c'est entre les mains du consommateur. C'est lui qui décide. Moha est justement l'un de ces consommateurs avertis. Dans son jardin de Marrakech, ce cuisinier cueille des herbes pour préparer une recette très locale, la pastilla. Je suis en train de ramasser le persil. En Europe, vous avez le persil plat et le persil frisé. Ici, on ne connaît même pas le persil frisé. Ici, ça n'existe pas. Alors, dans chaque frigo de tout Marocain, vous trouverez l'eau froide, la levure, persil, coriandre, quelques fruits, quelques légumes. Après les herbes, direction le centre de Marrakech et le marché aux épices du souk de Mella. Un endroit où Moha a toutes ses habitudes. Salut, comment ça va? Tout va bien. Alors, qu'est-ce que tu as de beau là? Ici, on a tout genre d'épices. Alors, dans la gastronomie marocaine, les épices qu'on utilise beaucoup, énormément, c'est toujours le cumin, le paprika, ras el hanout. Vous avez le paprika de Bni Mellal, il est magnifique parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans et puis le safran. Les épices, c'est une nécessité à la cuisine marocaine, c'est une obligation. S'il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de cuisine marocaine. Les épices ne perdent pas une minute pour répandre leur senteur dans la cour du riad de Moha. Les odeurs là, c'est exactement les saveurs du Maroc. Les saveurs du Maroc, c'est quand on fait suer les oignons et on met les épices. C'est le meilleur moment de la journée où on a une odeur, un parfum unique. Je peux vous faire une bouillabaisse, je peux faire un autre plat, mais il n'y aura jamais la même odeur. Qu'elle soit de poulet, de pigeon ou de caille, la viande de la pastilla est toujours effilochée. Moha y ajoute des amandes concassées sucrées et une larme de fleurs d'oranger avant de garnir les feuilles de warka ou de brique que Moha préfère, lui, cuire à la poêle. Je choisis toujours l'option de la faire frire parce que, avec un petit peu d'huile d'olive, pour la simple raison qu'elle soit parfumée, elle garde le parfum de l'huile d'olive. Elle est dorée par l'huile d'olive. Du sucre glace et de fines lignes de cannelle constituent les toutes dernières finitions de cette recette sucrée-salée venue d'Espagne au XVe siècle et traditionnellement servie lors des fêtes ou des mariages au Maroc. À Talyouine, Jamal est de retour chez lui pour l'émondage. On arrive à la maison, eh ben, il faut trier fleur par fleur pour extraire le fameux or rouge, le fameux safran. Mais on n'a pas trouvé de solution pour aller plus vite pour l'instant. Autant de fleurs, autant de travail, autant des mains. Voilà, grosso modo, le travail des artistes du safran. Pour ne pas risquer de perdre la récolte, il faut émonder dans les 48 heures. À raison de 18 fleurs par personne à la minute, le triage dure généralement jusqu'à 23 heures, parfois minuit. Au fur et à mesure de la journée, les gens affluent et les mains s'agitent. La plupart de ces discrets artistes du safran sont payés, mais certains viennent aussi par solidarité, comme la femme de Jamal, rentrée de France pour lui prêter main forte pendant cette période charnière. Ma femme, elle fait la cuisine, elle entretient tout le monde. Et sinon, il y en a qui ne mangent pas du tout. Crevent de faim, mais ils ne abandonnent pas les fleurs. Il y a un acharnement, il y a à la fleur du safran qui est inscrite dans la tête des paysans. Vient ensuite l'étape du séchage, où l'or rouge va perdre 90% de son humidité. Ici encore, la cadence est serrée. Sur ces draps blancs, ramassage du safran sec et mise en séchage du safran frais s'alternent toutes les 24 heures. Alors le safran sec, vous voyez, il noircit, alors que le safran frais, il est rouge. Et en séchant, il noircit un peu. Mais l'odeur, il ne donne pas encore beaucoup d'odeur pour l'instant. C'est quand il vieillit un peu qu'il donne beaucoup d'odeur. Sec, hein?
il colle. On va encore enlever les impuretés pour que ce soit nickel, prêt à être emballé. Mais une fois l'emballage, ça y est, c'est parti pour le commerce. Longtemps vendu uniquement au souk, le safran de Talyouine s'exporte désormais bien plus loin. Au centre de la ville, la Maison du Safran réunit un groupement d'intérêt économique et les équipes de la coopération technique belge. Ensemble, ils cherchent à structurer la filière et notamment à lutter contre le safran de contrefaçon. Il existe plusieurs types de safran fraudé. Donc, il y a un mélange du safran barbe de maïs, il y a un mélange de safran avec d'autres plantes qui lui ressemblent. Il y a même un safran plastique. C'est pour cela on insiste sur la traçabilité au niveau des coopératives, au niveau du groupement, et il y a un contrôle interne bien ficelé. Alors, ça donne quoi le résultat? Le taux de safranal et de crocine aussi. De crocine est élevé, donc c'est bien. Okay. Parfait. On fait deux types d'analyses. Le premier, c'est le test d'humidité ou bien de l'eau et de matière volatile. Là, on sait vraiment s'il y a un ajout d'eau ou des fraudes par rapport au poids. Deuxième étape, là, on mesure les trois composantes essentielles. C'est la crocine, le safranal et le picrocrocine. Et c'est vraiment, on a le vrai safran, automatiquement on aura les pourcentages qui sont liés aux ces trois composantes. Grâce à ce travail commun, en 8 ans, le prix producteur du gramme de safran de Talyouine est passé de 60 centimes à 2,40 €, soit environ 3,40 € pour le consommateur. Dans la zone du safran, Talyouine-Taznart, la quasi-totalité, c'est des petits producteurs. Donc c'est pour cela que nous sommes là, parce que notre projet il vise d'appuyer les petits producteurs. Les principaux freins de la productivité, c'est la sécheresse. Les producteurs ils sont obligés d'irriguer, les charges ils sont plus élevées que les bénéfices. Et du coup, donc là, les producteurs ils souffrent. Donc là, ces parcelles sont irriguées par le système goutte à goutte. Donc ils en profitent aussi du pompage solaire. Avec ce système d'irrigation, donc sûrement la production de cet agriculteur va augmenter l'année prochaine. Donc du coup, il va avoir plus de production, plus de bénéfices pour sa famille. À Essaouira, sur le toit-terrasse de leur riad, Abderrahim et sa femme reçoivent quelques dégustateurs amateurs et professionnels. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter deux sortes d'huile d'olive. Une qui est plus forte et une moins forte. Mais ils sont tous extra vierges. Et c'est à vous de juger maintenant quels sont les attributs. Comment vous le sentez? Comment vous sentez ces huiles? Ouais. C'est très oriental, absolument. Arôme de noisette un peu herbacé. Herbacé, oui, toujours ça. Herbacé, ouais. J'aime bien ce petit piquant qui, on dirait qu'il y a... Un peu d'épices en fond de bouche. Ouais. Cette huile respecte les trois critères de qualité. Elle est fruitier, elle est amère et elle est piquante. Merci beaucoup, hein. Je suis vraiment impressionné. Nous aussi. Nous aussi. Alors, le consommateur marocain, par exemple, maintenant, il n'a pas encore arrivé à apprécier ces huiles. Il les trouve soit piquantes, soit amères, c'est pas ça ce qu'il a l'habitude, mais il a l'habitude aussi d'une huile acide, fermentée. Et ça, c'est culturellement, c'est le goût, c'est la culture du goût. Hein. Et pourquoi c'est pas la même couleur? Alors, parce que c'est un fruit différent. Ça, c'est de l'huile d'argan. Alors moi, je trouve ça très intéressant. Pour la première fois que je fais une dégustation d'huile d'olive, je peux dire que chaque huile va avec des choses bien définies, comme un accord mésévin avec le vin. Celle au citron, tout de suite, j'ai dit, mais ça, c'est un sorbet, c'est une salade d'orange. Quand on a affaire à des huiles comme ça, le chemin est extraordinaire. Tout est ouvert devant soi. La femme d'Abderrahim a désormais oublié son huile de Toscane et ne peut qu'apprécier le résultat. Aujourd'hui, ça me fait fière d'avoir une bonne huile déjà de notre maison qui sort de chez nous. C'est une aventure, une belle aventure. Et puis... L'histoire. L'histoire, c'est à toi de raconter. De ma profession de base, ingénieur dans l'automatisme électronique, arrive aujourd'hui entre le tourisme, enfin l'hôtellerie et l'agriculture, c'est un chemin, c'est un choix, c'est la passion avant tout.
Aujourd'hui, Jamal est invité par une autre coopérative à partager un tagine au safran. Alors que les autres femmes finissent d'émonder en chantant, Khadija, elle, se met en cuisine. Là, je vais préparer un tagine au poulet avec le safran de Talyouine. Le tagine va mijoter environ 45 minutes sur les braises. À mi-cuisson, Khadija ajoute le safran. Un demi-gramme, pas plus. Et surtout après, je frotte bien. Le mot tagine vient du grec ancien téganon, signifiant plat. Cet ustensile en terre cuite, à la forme conique, permet de cuire à l'étouffée. Spécialité répandue dans tout le Maghreb, c'est essentiellement une tradition berbère. Et ils ont une coopérative de femmes qui est spécifique, c'est-à-dire ce n'est pas des propriétaires des terres, parce que rarement les femmes sont propriétaires des terrains, ils louent les terres et ils font leur propre production. Ils le revendent et ils distribuent le bénéfice à toutes les femmes. Avant, quand on récoltait le safran, toute la famille travaillait, mais à chaque fois, c'était le mari tout seul qui portait le safran au souk et qui le vendait. Maintenant, grâce à cette coopérative, c'est nous qui touchons l'argent directement. On est très fiers de cultiver ce produit qui vient de nos ancêtres. On va à des réunions, des salons, des festivals. Ça nous permet de sortir de chez nous. Le tagine est accompagné, comme toujours ici, d'un thé au safran servi avec des amandes et des pâtisseries. C'est pas évident de vivre une telle chose dans un pays où c'est quand même assez difficile, la place de la femme. Et il faut aider ces femmes qui sont en train de faire des efforts considérables et qui vont nous garantir l'avenir du safran. Jamal compte bien lutter aux côtés de ces coopératives de femmes qui se multiplient au Maroc, offrant de nouvelles perspectives agricoles et sociétales. Abderrahim aussi n'aura de cesse d'œuvrer pour défendre cette huile qui porte en elle les parfums d'une terre et les traditions d'un pays. Aujourd'hui, je vous propose un filet de dorade royale, cuit meunière, racines et coins à l'huile d'olive, émulsion safran. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de dorade, 4 pouces de cordifol, 60 g d'huile d'olive, 60 g de beurre. Pour le coin confit et la purée de coin, 2 coins, soit environ 900 g, une branche de thym, 20 g d'huile d'olive, 10 g de gros sel. Pour les racines sautées, une patate douce, un céleri boule, un oignon blanc, une branche de céleri, une branche de thym, 15 g d'huile d'olive. Pour l'émulsion au safran, 250 g de boisson à base de soja nature, 50 g de lait entier, 15 filaments de safran. Enlevez les écailles restantes sur les filets des dorades et séparez le dos du ventre. Épluchez les coins, les coupez en quartiers, puis enlevez les pépins. Placez 4 quartiers de coins dans une sauteuse avec de l'huile d'olive, le gros sel et le thym. Couvrir d'eau à hauteur et cuire 30 minutes à petite ébullition. Coupez la chair du second coin en morceaux. Les mettre dans une casserole, verser de l'eau froide à hauteur, saler, porter à ébullition et cuire à petit bouillon 20 minutes. Lorsque les coins sont cuits, les égoutter et les réduire en purée avec un mixeur. Les passer ensuite au tamis afin d'enlever les petits grains. Coupez le céleri boule et la patate douce en dés. Ciselez les oignons et taillez le céleri branche en brunoise. Chauffez l'huile d'olive dans un sautoir assez large. Versez les oignons, le céleri branche et le thym. Essuyez 3 minutes sans coloration. Ajoutez les dés de céleri boule et de patates douces. Assaisonnez. Essuyez pendant 5 minutes. Laissez refroidir. Égouttez les quartiers de coin confits. Faire 4 tranches de 5 mm d'épaisseur environ dans la longueur et les réserver. Taillez ensuite 100 g de coin confit en dés de 5 mm. Les mélanger aux racines sautées et ajoutez la moitié de la purée de coin. Dans une casserole, mettre l'autre moitié de purée de coin, la boisson à base de soja nature, le lait entier et le safran. Il est toujours préférable d'utiliser du safran en filament qu'en poudre. Remuez au fouet
Porter à ébullition, assaisonner et mixer. Saler et poivrer les filets de dorade et les mettre l'un sur l'autre côté chair. Faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive et colorer les filets de chaque côté. Ajouter le beurre. L'huile va permettre de cuire, le beurre moussant va apporter ce petit goût noisette qui est tellement agréable. Éponger sur du papier absorbant, puis parsemer de fleurs de sel et de poivre du moulin. Pour le dressage, placer un cercle sur la gauche de l'assiette, le remplir de racines au coin et lisser le dessus. Poser un filet de dorade sur la tranche et le coin confit par-dessus. Ajouter une pousse de cordifol, saler et poivrer. Faire 3 points d'émulsion et servir le reste en saucière. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.